Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock, racontés par Serge Sauvion. Alors aujourd'hui, c'est de Oliver Henry Leslie, et ça s'appelle Pour ses yeux de jeune chien. Son premier mouvement de colère, Lou Spencer a pensé à un revolver. Il a mis à sac sa penderie pour chercher le souvenir de guerre qu'il a rapporté d'Iwo Jima, mais n'a trouvé qu'une relique toute rouillée, n'ayant plus rien d'un instrument de vengeance. C'est d'ailleurs aussi bien qu'en remontant dans sa buick, il réalise qu'il a sous la main une arme autrement efficace. Mais il faut qu'il arrive à temps pour le mariage de son ex-femme Jenny avec Harry Lake. Tout au long de la route, il rumine son projet et dire qu'il aurait pu rater l'occasion de le mettre à exécution. Sans Thelma, la fille qui partageait naguère l'appartement de Jenny et qui partage désormais certaines de ses nuits avec lui, il n'aurait peut-être jamais rien su de ce mariage. Le couple aurait pu disparaître à tout jamais derrière un nuage rose de bonheur conjugal. Dieu soit loué. Lou ricane et se dit que le temps passé avec Thelma va être récompensé. Ça n'était donc pas un mauvais placement que de miser sur cette fouineuse, même s'il lui a fallu de la patience. Décidément, la chance lui sourit. Il y a une place dans le parking assez grande pour la buick, juste en face de l'immeuble où va avoir lieu la brève cérémonie. D'après Thelma, le mariage est pour midi. Il est 11h45. Le temps de réfléchir un peu. Il se remémore le visage de Jenny, ses yeux de jeune chien, sa tendre bouche, ses longs cheveux bruns qui lui caressent la joue quand il l'embrasse. Il ferme les yeux pour mieux se souvenir. Pendant 2 ans, il a essayé de se faire aimer d'elle. Désespérant d'y parvenir, il a tenté ensuite de se faire craindre. Là, il a réussi. Mais Jenny a réagi de façon imprévue en demandant le divorce. Dans une salle du palais de justice, il a dû écouter la tendre bouche prononcer des mots d'amertume et de haine. Puis le juge a rendu son verdict. Divorce accordé pour cruauté mentale. Cruauté. Il va voir ce que c'est, la cruauté. Il l'a pourtant avertie de ce qui arriverait si elle se remariait. Il l'a prévenue de la peine qu'elle encourrait si elle osait faire ça. Qu'il ne puisse plus la tenir dans ses bras, soit, mais la savoir dans ceux d'un autre, ça, non, jamais. Harry Lake, a dit Thelma. Qui? Il a posé la question d'un air négligent. Harry Lake. Il travaille dans la même maison que Jenny. Le mariage a lieu vendredi à midi, mais c'est un mariage dans la plus stricte intimité. Qui sait, peut-être qu'un heureux événement, comme on dit. Enfin, ils partent pour Venise, et l'horaire est calculé au plus juste afin qu'ils attrapent le vol quotidien pour Venise. Lou Spencer tambourine du doigt sur le volant de sa voiture. Ils ont déjà 10 minutes de retard, constate-t-il, en jetant un coup d'œil sur la pendule incrustée dans le tableau de bord. Ah, enfin, voilà le couple. Jenny arbore un élégant tailleur violet, alors que Harry porte un costume de flanelle grise. Il se dirige vers la Chevrolet bleu nuit que Lou a repérée. Harry tient la portière ouverte le temps que Jenny s'installe à la place du passager. Il gagne ensuite le côté du conducteur et au bout de quelques minutes, après que leurs lèvres se soient rapprochées puis éloignées, la voiture démarre. La circulation est juste comme il faut. Pas assez dense pour qu'ils les perdent de vue, mais assez tout de même pour que les autres ne s'aperçoivent pas qu'ils sont suivis. Il n'a pas à craindre que Jenny reconnaisse sa Buick, puisqu'il ne l'a achetée qu'après leur divorce.
Son plan se déroule si bien qu'il a soudain la certitude d'avoir reçu l'approbation de quelque puissance céleste. Enfin, les voitures abordent une voie à sens unique qui contourne une montagne en une courbe épousant sur sa droite le flanc abrupt d'un ravin. Lou Spencer appuie doucement sur l'accélérateur jusqu'à ce que le nez de sa Buick se trouve à quelques mètres de son but. La Chevrolet ralentit comme si Harry Legg voulait le laisser passer. Lou serre les dents et déporte suffisamment sa voiture pour qu'il roule de front et ne soit séparé que de quelques centimètres. Il entrevoit le visage de la jeune mariée, le temps de constater qu'elle a l'air consternée. Puis, au milieu du virage, il imprime à son volant un mouvement vers la droite et voit Harry Legg en faire autant. Il perçoit le cri de Jenny, contrarié mais pas encore effrayé. La peur est imminente. Il vient se placer devant la Chevrolet. Harry Legg lui hurle quelque chose et il entend les pneus crisser. Il pense aussi entendre les freins, mais c'est Jenny. Quand il regarde derrière lui, il voit la Chevrolet zigzaguer sur la route, essayant de se redresser. Il ralentit alors jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau à sa hauteur et oblique d'un coup sec vers sa droite. Cette fois, la Buick entre en contact avec la Chevrolet. Lou est fortement secoué par le choc, mais presque au même instant, il hurle d'exultation en voyant dans son rétroviseur la Chevrolet passer par-dessus le parapet et disparaître dans le vide. Il appuie alors à fond sur l'accélérateur et laisse éclater sa satisfaction en un rire cruel qu'il est même incapable de contrôler. Le lendemain matin, en achetant le journal, il sent son cœur battre violemment quand il lit en page des faits divers « Accident de voiture sur l'autoroute, un mort, un blessé léger ». Lou a de la peine à lire la suite. Harry Legg est mort, tué sur le coup. Mais son épouse, Jenny Legg, est en vie. D'après le journal, son état n'est pas critique, il est même satisfaisant. Elle est en état de choc, mais n'inspire aucune inquiétude au médecin. Lou pense entendre le faible écho d'un rire. Jenny est donc vivante. Ses yeux de jeune chien voient donc toujours, et ses tendres lèvres parlent encore. Il éprouve l'envie de hurler, de jurer, de se battre, de s'arracher les cheveux, de tout casser. En fait, il ne peut que fondre en larmes. La crise passée, il se laisse choir sur son lit et fume cigarette sur cigarette, allumant l'une avec le mégot de l'autre. La première idée qui affleure en lui est peu brillante. Aller rendre visite à Jenny, entourée de ses deux mains, sa gorge blanche, tandis qu'elle repose sans force sur son lit d'hôpital. Non, ça c'est stupide. La mort lui semble à présent une vengeance trop maigre. Il faut trouver mieux. Il téléphone ensuite à la chapelle Walden, et la réponse qu'on lui chuchote au bout du fil le remplit de satisfaction. Oui, le corps de M. Legg repose là-bas, et il pourra lui rendre une dernière visite quand il le voudra, du moment que c'est entre 7 heures du matin et 10 heures du soir. Du même ton compassé, Lou remercie son interlocuteur. Cet après-midi-là, laissant sa Buick au garage, Lou se rend en taxi à la chapelle. C'est une sorte de petit reposoir très modeste, bien moins imposant que ne le laissaient croire ses lourdes portes de chêne sculptées et son vaste dais. L'employé à la réception, une accorte dame aux cheveux mauves, lui demande pourquoi il désire voir l'entrepreneur en chef, mais il répond que c'est personnel. Haussant les épaules, elle passe dans une autre pièce dont elle ressort un moment plus tard, accompagnée d'un homme chauve, au teint cireux et à la moustache d'un noir d'encre. « Je suis Monsieur Walden », déclare celui-ci en tendant la main avec un sourire commercial. « Puis-je quelque chose pour vous ?»« Ne pourrions-nous aller dans votre bureau, Monsieur Walden ?»« Mais certainement, certainement », acquiesce l'entrepreneur qui sait combien parler de la mort peut parfois être embarrassant. C'est au sujet de Monsieur Harry Legg.
commence Lou. Quand doit-on l'enterrer? Demain à 3 heures. Si vous voulez que nous organisions... Non. Il ne s'agit pas de cela. En fait, Monsieur Walden, je me demandais si vous ne pouviez pas modifier l'enterrement. Je veux dire, procéder à la cérémonie, mais sans que Harry Lake soit présent. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai bien peur que non, monsieur. Je m'explique. Je vous offre 4000 $ pour le corps de Harry Lake. Lou Spencer en convient, il faut laisser à M. Walden le temps de retrouver ses esprits. Dans quelques instants, donc, nous saurons si l'argument de Lou a été suffisamment persuasif. Le soir même, M. Walden accepte finalement le troc que lui propose Lou Spencer. L'échange doit donc avoir lieu au 906 Laurie Street, appartement 4C. De bonne heure, le lendemain, Lou sort la Buick du garage et, au lieu de se rendre à son travail comme d'habitude, il prend la direction de Greenwich Village. Il gare la voiture dans la rue où Jenny et lui avaient commencé leur vie conjugale. Il ne ressent aucune émotion en passant le seuil du petit immeuble, ni en montant les 4 étages qui conduisent à l'appartement. Il a cependant un moment d'inquiétude en atteignant le dernier palier. Jenny aurait-elle fait changer la serrure? Sitôt qu'il essaie d'introduire la clé, son visage se détend. C'est toujours la même. D'ailleurs, il y a peu de changements dans l'appartement. Il trouve du whisky dans le placard de la cuisine et s'en verse un verre. Chose curieuse, il se sent beaucoup plus chez lui maintenant que lorsqu'ils étaient mari et femme. Il a beau n'être qu'un intrus, il a l'impression que tout lui appartient. Confortablement assis, un verre à la main, il attend son funèbre colis. Vers 5 heures du soir, enfin, la sonnette retentit. C'est Walden en personne qui s'occupe du transfert, assisté d'un jeune homme à la figure niaise et aux cheveux filasses. Il dépose le cercueil au milieu du salon. « J'ai pensé bien faire en venant moi-même, » dit Walden en épongeant son front dégarni. « Où faut-il le déposer ?»« Ici, c'est parfait. » Il tend à Walden l'enveloppe convenue. N'hésitez pas à recompter, monsieur. Après leur départ, Lou vide son verre et s'approche du cercueil de bois blanc. La présence du cadavre ne l'impressionne nullement. Il ne ressent rien. Cependant, quand il décide de vérifier le contenu pour s'assurer qu'on lui a bien livré ce qu'il a acheté, un frisson fugitif lui parcourt le dos. Il maudit sa réaction et soulève le couvercle. C'est bien le jeune homme qu'il a aperçu aux côtés de Jenny et au volant de sa Chevrolet Bleu Nuit sur l'autoroute. Il referme le cercueil, satisfait et surtout rassuré qu'il n'y ait pas eu d'erreur de livraison. Mais il se sent la gorge sèche et avale coup sur coup 2 whisky. Le soir, il téléphone à l'hôpital. « Madame Lake va aussi bien que possible, » lui répond-on. « Bien. Et quand donc va-t-elle quitter l'hôpital ?»« Son état est satisfaisant, c'est tout ce que je puis vous dire. Si vous voulez contacter son docteur... » Lou raccroche. Bon. Il attendra le temps qu'il faudra. De toute façon, la mort ne commencera pas à faire son œuvre sur le cadavre de Harry Lake avant 2 ou 3 jours. Un peu de patience, encore un peu de patience. La sensation sera tellement violente pour Jenny quand elle ouvrira la porte. Le surlendemain, il téléphone à nouveau à l'hôpital. « Madame Lake va très bien. » Ce qui veut dire ? Nous pensons qu'elle va quitter l'hôpital prochainement. Mais quand, au juste ? On ne peut lui préciser la date. Chaque soir, en sortant du travail,
Lou revient à l'appartement où l'attend le cadavre du mari de Jenny. Au fil des jours, il lui semble qu'une odeur de putréfaction flotte dans l'air. Et Lou commence à redouter que son plan n'échoue, que Jenny ne sorte pas de l'hôpital à temps ou qu'elle ne revienne pas chez elle. L'inquiétude le tenaille. Il appelle maintenant l'hôpital 2 fois par jour, matin et soir. Chaque fois, il reçoit une réponse évasive. Enfin, vendredi soir, l'infirmière déclare « Madame Leck, elle nous quitte demain. Vous voulez lui parler ?»« Non, non. À quelle heure partira-t-elle ?»« Vers 10 heures. Vous savez, nous sommes très fiers de ses progrès. » Et Lou laisse retomber le récepteur sur son socle. Demain. Plus que quelques heures à attendre. Juste le temps nécessaire pour préparer le retour de Jenny chez elle. Il ouvre le cercueil et il en sort le cadavre de Harry Lake. La vue du mort le laisse indifférent. La rigidité du corps ne le trouble pas. Maintenant que le moment d'agir est arrivé, Lou Spencer a retrouvé son sang-froid. Plaçant le cadavre dans le fauteuil à la housse fleurie, il pèse de tout son poids sur les articulations dures comme du fer pour les forcer à se plier. Quand le corps est enfin dans la posture qu'il désire, il pousse le fauteuil face à la porte et ouvre les battants de la fenêtre afin d'alléger l'atmosphère putride. Les paupières de Harry Lake restent obstinément fermées, mais tant pis, il faudra se passer de ce détail. Prenant du recul, Lou admire son œuvre. Il imagine déjà le cri de terreur qui, dans 2 heures au plus, va retentir dans la pièce. Il essaie de se représenter le visage de Jenny, torturée par l'épouvante, et se demande ce qui va se passer ensuite. Le choc la tuera-t-elle? Son petit cœur cessera-t-il de pomper le sang qui lui donne la vie? Deviendra-t-elle folle? Il sourit en se félicitant de la beauté de son plan de vengeance, tellement plus original qu'un simple meurtre. 9 heures. Il se fait un café à la cuisine. À 10 heures, il n'en peut plus d'attendre. Il se lève et fait les 100 pas. À 10h20, il va se poster devant la porte, comme s'il s'attendait à la voir s'ouvrir d'une seconde à l'autre. Toujours rien. Est-ce que l'infirmière se serait trompée? À 10h30, ne pouvant plus contenir son anxiété, il téléphone à l'hôpital. On lui confirme que Madame Lake est bien partie. À 11h moins 5, enfin, il entend des pas sur le palier. Le bruit le glace, mais il se force à bouger. Sur le palier, les pas se sont arrêtés. Il se cache derrière les épaisses tentures de la fenêtre donnant sur la rue. Une clé tourne dans la serrure. La porte s'ouvre. Lou se sent maintenant en parfaite sécurité. Et de son poste d'observation, il va pouvoir jouir à son aise de l'effet de sa mise en scène. Il entend parler. Il reconnaît la voix fragile de Jenny, mais il y a quelqu'un avec elle. « Prenez garde, Madame Lake !» Une voix d'homme. Un infirmier, sans doute. Quelqu'un de l'hôpital pour l'aider à rentrer chez elle. Jenny entre. Il retient sa respiration en la voyant sur le seuil, impassible. Elle tourne la tête lentement, dans tous les sens, sans que la chose dans le fauteuil n'attire son attention. Son visage reste de marbre. L'homme referme la porte de l'appartement. « Alors, Madame Lake, c'est agréable de rentrer chez soi ?» lui demande-t-il. « Oh oui, c'est bon. » Lou voit Jenny esquisser un sourire fragile devant la chose. Devant le cadavre de son mari, elle sourit. « Oui, c'est bon de se retrouver chez soi, » répète-t-elle. Et elle s'avance, calme, impassible, indifférente à la scène, et quitte le salon. « Venez, venez, je vais vous faire visiter l'appartement. Voilà la cuisine qui donne sur la cour. »
Lou a bien senti que l'homme a réprimé sa stupeur en identifiant le corps assis dans le fauteuil. Et Lou voit comme une bénédiction du ciel que Jenny entraîne le visiteur à l'autre bout de l'appartement. Il va en profiter, quant à lui, pour enjamber la fenêtre du couloir et filer par l'échelle d'incendie qui semble lui offrir son aide. Haletant, il se jette par l'ouverture et sent son pied toucher la plateforme métallique. Mais au même moment, la main de l'homme l'attrape par la manche. Lou se dégage d'un coup sec en hurlant. L'homme agrippe la fenêtre à son tour pour l'enjamber. Mais d'un coup de pied, Lou lui écrase les doigts sur le rebord avant de s'élancer pour saisir l'échelle qui conduit à l'étage inférieur. Il la manque et ses pieds glissent des barreaux. Il n'est pas long à comprendre qu'il va s'écraser, que l'asphalte se précipite à sa rencontre. Il a le temps de réaliser qu'il n'en réchappera pas. Et il ressent alors sa chute comme un soulagement. Bientôt, plus rien ne sera. Ni Harry Lake, ni Jenny, ni lui. Surtout lui. Plus rien. À la fenêtre du 4e étage, l'inspecteur de police serre les dents et détourne la tête. Il aperçoit sur la table le transistor dont il tourne brutalement le bouton. Les décibels envahissent démesurément la pièce. « Oh, excusez-moi, Madame Lake. Je pensais juste mettre un petit fond de musique. J'ai été surpris. » La jeune femme a retrouvé le chemin de sa chambre en tâtonnant le long des murs et s'est assise au bord du lit. « Tout va bien, Madame Lake. »« Tout va bien, monsieur. Tout va bien. » Mais l'inspecteur sent le regard de ses yeux aveugles le questionner. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Et aujourd'hui donc, pour ses yeux de jeune chien d'Oliver Henry Leslie.